C'est c'est parti, c'est en train de s'enregistrer. Hello à toi, je te souhaite la bienvenue dans cette interview. Aujourd'hui, je suis super contente, j'ai l'occasion d'interviewer Alexandre Cormon. Alexandre, est-ce que tu peux me faire le plaisir de te présenter? Ouais, avec plaisir. Déjà, merci d'avoir pensé à moi et Jade pour faire cette vidéo. Ça me touche beaucoup. Donc, je m'appelle Alexandre Cormon. Je suis directeur de 2 cabinets de coaching, un à Paris, un à Miami. J'ai commencé avec une activité très, très, très spéciale puisque je suis coach en amour, donc effectivement love coach. Et j'ai bifurqué depuis vers le développement personnel, un petit peu vers l'accompagnement également de coachs pour les aider dans leur activité. Mais voilà, mon premier amour reste le domaine du love coaching. Donc j'ai démarré en 2007 mon activité. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une chaîne YouTube qui est très fréquentée avec plus de 740 000 abonnés. Et voilà un petit peu pour mon parcours, ma personne. Est-ce que Alexandre, tu pourrais nous raconter ton histoire? Alors mon histoire, oui, 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 je pense qu'elle va représenter, enfin, elle est banale entre guillemets. Beaucoup de personnes pourraient se représenter dedans, en tout cas, je l'espère. Donc, avant de faire en fait ce métier de coaching, j'ai toujours baigné dans le milieu du sport. En fait, mon plus grand rêve, c'était de devenir basketteur professionnel. Et malheureusement, une blessure m'en a empêché. Et aussi, je dois l'avouer, un certain manque de mindset. J'aime dire, tu vois, même si ça me fait mal de le dire, qu'en gros, s'il y avait le mindset que j'ai aujourd'hui à l'époque, franchement, je serais en NBA, qui est la ligue aux États-Unis, et j'aurais réussi tous mes rêves parce que c'est qu'une question de pouvoir du mental. Donc, mon parcours a été très, très, très axé sur le basketball. Et puis, en même temps, j'ai suivi les conseils de mes parents qui m'ont dit surtout, tu ne vas pas que dans le basket, tu vas aussi faire des études. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Et donc, du coup, je suis arrivé à l'université. Je me suis aperçu qu'il y avait des personnes qui manquaient de confiance et que grâce au basketball, depuis que j'ai l'âge de 11-12 ans, j'avais un préparateur mental qui me faisait faire des exercices d'hypnose, de PNL. Donc, sur le moment, je ne comprenais pas du tout. Mais c'est vrai que j'avais une certaine assurance, en tout cas une joie de vivre aussi, que j'avais obtenue grâce à ces entraînements entre guillemets mentaux. Et donc, du coup, je suis arrivé à l'université, j'ai vu que des personnes manquaient de confiance et je me suis dit, OK, c'est peut-être le bon moment pour pouvoir lancer mon projet qui était de coaching en séduction au sens très, très large. Pas du tout la drague, mais plutôt l'aspect avoir une vie inspirante, avoir une vie charismatique. Donc, j'ai fait pas mal d'erreurs au début et puis au travers de quelques rencontres, j'ai compris qu'en fait, c'est pas toujours le meilleur coach qui est visible ou qui a des clients, malheureusement. C'est souvent aussi celui qui comprend un peu les règles du marketing, les règles de l'entrepreneuriat. Et donc, c'est vraiment ces rencontres-là qui m'ont aidé à pouvoir développer mon activité. Et donc, en 2015, j'ai décidé de venir aux États-Unis pour traduire ma philosophie et puis m'étendre au niveau international. Voilà un petit peu pour mon parcours. Donc, bien évidemment, mes proches, quand je me suis lancé, ils ont eu peur pour moi et personne ne croyait en moi. Et puis aujourd'hui, j'ai quand même le plaisir de bosser avec des amis que j'avais de longue date. Et puis, ma famille me soutient. Donc, je dirais qu'au début, c'est difficile. Et puis après, au bout d'un moment, ils s'y font et puis ils voient le succès, entre guillemets, qui nous tend les bras. Et là, on commence à avoir du soutien. Et qu'est-ce qui t'a poussé justement à devenir coach? Alors, je crois qu'à l'origine, honnêtement, j'avais vraiment envie d'être mon propre patron. C'est-à-dire que très jeune, c'est pas une question d'ego, mais c'est une question de personnalité, tu vois, avec le sport, avec le fait que je suis parti de chez mes parents, j'avais 15 ans, j'ai toujours eu la volonté d'avoir une vie comme je le désire. Donc, pas avoir de patron pour avoir une forme de liberté. Donc ça, c'était mon premier objectif. Ensuite, dans un deuxième temps, je me suis aperçu que je pense que c'est vraiment au fond de moi. Maintenant, je le vois. Alors, quand je me suis lancé, je n'avais pas cette vision, mais j'aime vraiment les gens, en fait. Moi, je voulais aider, mais du coup, le coaching, ça m'est apparu comme une évidence. C'est-à-dire que pour moi, c'était normal d'accompagner des personnes, de transmettre ce que j'avais appris. Aujourd'hui, je pense que j'avais cette fibre humaine qui m'a orienté vers le coaching de manière naturelle. À vrai dire, je ne me suis pas trop posé de questions. Et je crois que c'est un peu ça notre mission de vie. On la trouve, quoi. Tu vois, on travaille dessus et puis ça nous tombe dessus et puis on se dit, bah ouais, c'est ça que je fais. Et on se réveille 13 ans plus tard en se disant, bah, tous les jours, je suis heureux maintenant. Donc, c'est ça qui m'a orienté vers le coaching pour le coup. Et quand justement tu as commencé, quelles ont été, on va dire, les épreuves que tu as pu rencontrer, les difficultés? La première épreuve, ça a été de confronter mon projet. Comme je l'expliquais, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on cherche beaucoup l'avis, entre guillemets, de ses proches. Tu vois, on leur pose des questions, on leur en parle. Et nous, on est tout excités. Et eux, ils arrivent avec leur énergie qui est plutôt froide, négative. C'est la protection du projet que j'ai pas su faire. Même encore aujourd'hui, tu vois, j'ai des envies, je vais en parler à des potes.
qui depuis le début, me disent que ça ne marchera pas, qui ont plutôt un naturel sceptique. Ce n'est pas qu'ils soient négatifs, mais ils ont peur pour moi plus que d'une certaine manière. Donc, même 13 ans plus tard, je continue de faire la même erreur. Tu vois, on a toujours besoin du regard des autres ou de la vie et du soutien. Donc, ça, c'était mon premier gros challenge. Le deuxième challenge, c'est que je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas pourquoi il y avait des coachs qui arrivaient à en vivre, alors que mon contenu, je jugeais plutôt convenable, voire même bon. Et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce que je fais mal? Et je pense que j'étais dans une forme d'immaturité de l'entrepreneuriat. Je ne comprenais pas en fait comment trouver des clients, gagner en visibilité. Aujourd'hui, c'est démocratisé, que ce soit au travers de coachs comme toi, par exemple. Il y a vraiment aujourd'hui une notion d'accessibilité à l'information. En 2007-2008, il y avait quelques personnes qui dominaient le marché et qui ne partageaient pas leurs astuces, leurs secrets. Donc, moi, j'étais frustré de trouver des clients. Donc, tout mon budget, forcément, il est passé dans un super site internet, des cartes de visite, des flyers. Ça m'a servi à rien, je n'avais pas de clients pour autant. Donc, gros challenge en fait dans générer mes premiers revenus pour le coup. Et comment tu as fait justement, plutôt tu me parlais du fait que au niveau de tes proches, c'était difficile, que tu en parlais, mais que tu n'avais pas forcément le soutien attendu. Comment est-ce que tu as surmonté ça en fait? Alors, en fait, j'ai toujours joué diplomatie. Donc, ça veut dire quoi? En gros, je disais, OK, je me lancerai quand je termine mes études. Comme ça, d'une certaine manière, pendant mes études, je pouvais commencer à faire mes recherches, à patienter, etc. Ensuite, j'ai toujours dit, grosso modo, j'ai eu de la chance parce que dès que j'ai terminé mes études, j'ai gagné ma vie assez rapidement grâce au coaching. Pendant ce temps-là, je gagnais ma vie grâce au basketball. Donc, je disais, OK, je focus sur le basketball, mais si je sens que l'activité se développe, j'arrêterai le basketball. Donc, j'ai toujours eu une forme de soupape de sécurité. Ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, je dis, si vous avez une soupape de sécurité, en fait, vous vous autorisez à ne pas passer à l'action, vous vous autorisez à ne pas être à fond, en fait. Je pense que ça dépend des personnalités, donc il faudrait que je nuance mon discours. Mais en gros, ce qui m'a permis vraiment de tenir, c'est que j'avais toujours une soupape de sécurité, en tout cas pour les gens qui m'entouraient. Moi, personnellement, je m'y suis mis à fond dès que j'ai eu mon premier client. Dès que j'ai compris en fait le système, là, j'ai dit non, ok, je sais, je peux aller à fond. Et donc, du coup, j'ai demandé du temps. Je leur ai dit, voilà, vous me laissez un an. Si dans un an, j'en vis pas, à ce moment-là, je reprendrai des études et puis j'irai bosser en CDI. Je voulais être chasseur de tête à l'origine. Et j'ai eu, entre guillemets, de la chance dans le sens où j'ai jamais eu besoin finalement de chercher un job ou mon activité de coaching s'est développée assez rapidement pour le coup. Pour toi, est-ce que justement il y a des points communs entre la séduction et le marketing? Je vais te dire oui, euh, parce que j'ai cette sensation qu'aujourd'hui, en fait, la séduction, telle que moi je l'entends, c'est la capacité de plaire aux personnes qui nous entourent. Et que dans le marketing, dans le développement d'une activité, forcément, il faut arriver aussi à plaire à des personnes qui vont pouvoir nous monnayer pour nos services. Donc, je pense qu'il y a quand même un parallèle à faire entre la séduction, le charisme. Je dirais un mot que je n'aime pas employer, mais qui est la vente. Donc, voilà, pour moi, il y a un parallèle entre tout ça. Si on arrive à utiliser des outils de séduction, on peut plus facilement développer son activité en termes marketing, en termes de vente, en termes de communication. Donc, à le voir positivement. Par exemple, moi, je suis très fier d'avoir cette communauté et je sais très bien que j'ai un rôle d'influence. Je sais très bien qu'aujourd'hui, les gens, comment dire, c'est mes techniques de personnalité, donc aussi la séduction, c'est apprendre à s'aimer soi-même, hein, pour le coup, qui m'ont permis d'en arriver là. Donc, on peut tomber dans le côté négatif, mais on peut aussi arriver dans le côté positif quand on maîtrise les outils de séduction, de confiance, de charisme, d'amour de soi, de conviction. Je pense que c'est important parce que c'est ça qui permet de développer une activité. Je pense que tu es au courant, puisque tu le vois au quotidien, il y a beaucoup de coachs qui disent oui, mais moi, je n'ai pas envie d'utiliser ces techniques-là, etc. Donc, en fait, elles se refusent ou ils se refusent d'être eux-mêmes. C'est dommage parce qu'il y a beaucoup de personnes, coachs, entrepreneurs, qui ont un savoir extraordinaire et qui se refusent d'utiliser des outils qui peuvent les aider justement, je pense, à développer leur activité. Tout à l'heure, tu parlais d'influence. Comment est-ce que tu fais pour gérer ça justement, l'impact que tu peux avoir sur les gens? En fait, je ne le mesurais pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux en parler librement et c'est la première fois d'ailleurs que j'en parle parce que je ne le mesurais pas. Pour moi, je fais une vidéo et tu sais, au bout d'un moment, tu perds la notion de ta vidéo va être vue par des dizaines et des centaines de milliers de personnes. Et dernièrement, j'ai fait un voyage en Afrique, au Togo. Si tu peux me permettre juste que je précise, c'est pour l'ONG RAPA, qui est une ONG qui œuvre contre l'addiction et pour les jeunes orphelins également.
Donc, ça fait chaque année, ça fait 3 ans maintenant que j'y vais et que je propose des conférences et qu'on va à la rencontre des jeunes également au travers de dons. Euh, J'étais là-bas et franchement, on est parti au fin fond du Togo. Je te jure, c'était la Cambrousse. Il y a des petites filles de 16 ans qui sont venues me voir en me disant: Vous êtes Alexandre Cormon. Et c'est là que j'ai compris qu'en réalité, je ne fais pas une vidéo, je suis en train d'influencer entre guillemets des personnes vers un mode de pensée, de consommation, de vision. Et le seul moyen pour moi de rester dans comment dire, dans une influence positive, c'est de rester entre guillemets authentique, rester connecté à mes valeurs et de m'assurer qu'effectivement, chaque fois que je vais faire une vidéo, je dois aujourd'hui soit faire attention aux mots que je vais employer, aux conseils que je vais donner. Ça m'arrive parfois d'avoir un mot ou un conseil qui peut heurter des personnes. Et ça, en tant qu'influenceur, entre guillemets, il faut y faire attention. Donc, je dirais que je fais très, très attention à mon image, à mon vocabulaire et également à l'empathie que je vais avoir pour les personnes qui vont regarder mes vidéos. Et c'est ça qui a fait, je vais utiliser un grand mot, mais qui a fait entre guillemets le succès de ma chaîne YouTube. Les gens, ils ont vraiment cette sensation que je connecte avec eux et c'est pas une sensation, c'est la réalité. Je connecte avec mon audience. Donc, j'espère que ça répond à ta question pour le coup. Tu réponds très bien à ma question. Top. Tu parles beaucoup effectivement de développement personnel et justement, je voudrais savoir, donc tu en parlais un petit peu tout à l'heure parce que voilà, tu disais que niveau basket, c'était lié finalement. Toi, aujourd'hui, le développement personnel, quelle importance, quel impact il a dans ta vie? Si tu veux, je suis un peu comme Obélix. Je me rends même plus compte de l'impact parce que je suis tombé dans la marmite en fait. Et que c'est euh, c'est au quotidien le développement personnel. Et c'est-à-dire que en fait, j'aime bien préciser ça. On me dit souvent: Mais Alex, tu fais vraiment les exercices que tu donnes dans tes vidéos? Et la réponse est oui. C'est-à-dire que moi, je ne m'endors pas sans faire une visualisation, soit de ma vie future, soit du lendemain. Et je pense que c'est très important de prendre le contrôle du mental parce que je me suis aperçu que sans développement personnel, personnellement en tout cas, je subissais ma vie. Je subissais mes relations, je subissais, comme je te l'expliquais, j'aurais pu être basketteur professionnel si j'avais eu un mental que j'ai, enfin les outils en tout cas que j'ai aujourd'hui et la compréhension de ces outils. Donc, je me dis que le développement personnel, c'est une part qui est primordiale, à la fois dans mon activité de coach, à la fois dans ma vie d'homme, mais également dans mon activité d'entrepreneur. Parce que c'est ça qui fait qu'on arrive à toujours se développer, toujours se renouveler, combattre les peurs, parce que il y a des challenges qui sont à gravir, entre guillemets, à chaque échelon. Donc, toutes les sensations d'un jeune entrepreneur, je les ai encore aujourd'hui. Et sans le développement personnel, je m'écoulerais, c'est sûr, c'est sûr. Tu parles beaucoup d'écrire sa légende. Pour toi, aujourd'hui, quelle est ta légende? Ah, c'est une bonne question. Je suis pas sûr de l'avoir encore écrite, tu vois. Mais je disais une phrase en rigolant il y a quelques années, qui devient de plus en plus sérieuse. Je disais: Je veux devenir le Tony Robbins de l'amour. Je ne sais pas pourquoi, mais en fait, c'est cette notion de transmettre une philosophie au monde entier. Parce que, en fait, ce qui m'a vraiment fait décoller aussi, ça a été un drame. J'ai perdu mon père, malheureusement, en 2011. Et en fait, j'étais déjà coach. Et le fait de le perdre, c'est bizarrement, ça a coïncidé avec mes recherches en compréhension de pourquoi eux, ils ont du succès et pas moi. Donc, comprendre le web marketing, le référencement naturel, toutes ces petites choses-là. Donc, en fait, pour te répondre, écrire sa légende, pour moi, c'est le fait d'assumer à 100% ce que l'on veut vraiment réaliser. Et pendant très longtemps, je le disais sous forme de rigolade parce que je sais qu'on ne me prenait pas au sérieux, même si moi, j'y croyais. Et aujourd'hui, par contre, je suis assez sérieux dans ma définition. Euh, je ne suis pas un grand, grand fan de Tony Robbins sur tout ce qu'il a fait, mais force est de constater qu'il a créé quelque chose d'extraordinaire que j'aimerais bien créer de mon côté. Donc, pour moi, écrire ma légende, ce serait de réaliser un projet d'envergure vraiment international, tu vois, à l'échelle vraiment de tous les pays, entre guillemets. Ce serait ça pour moi, écrire ma légende et diffuser une philosophie qui est vraiment centrée sur ce que j'ai vécu, c'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre de vivre un drame pour changer, on peut prendre le contrôle de sa vie dès aujourd'hui en fait. Et cette notion de prévention, c'est ce que je veux répandre entre guillemets. C'est pour ça que j'ai intitulé le projet du coup Écrire sa légende parce que on nous dit souvent de rentrer dans le moule entre guillemets, d'être un peu dans le système. Et ça, pour moi, ça contribue à éviter d'écrire sa légende malheureusement. Tu as tout à fait raison. Et selon toi, quelles sont justement les qualités qu'il faut avoir pour réussir en tant que coach? En tant que coach et entrepreneur, parce que, parce que c'est les deux sont indissociables. Et je dirais que la première qualité, ça va être
bienveillance, l'empathie, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais en gros, l'importance de prendre soin des gens que l'on va coacher, qui vont suivre nos articles, nos vidéos, peu importe. Je pense qu'il faut avoir cette notion humaine, sinon on ne va pas s'en sortir. Le deuxième facteur, c'est là, je ne sais pas non plus comment le présenter, mais en gros, il faut assumer sa philosophie, assumer ses idées. Je vois tellement de coachs qui sont en fait un duplicat de la formation qu'ils ont suivie. Moi, ça me rend complètement dingue parce qu'ils n'ont pas de singularité. Donc, en fait, pourquoi on va aller vers eux? Il n'y a pas de raison à tout ça. Donc, je comprends, on apprend des outils qui sont extraordinaires. Personnellement, moi, ça a été avec la PNL. Waouh, je me dis waouh, mais je ne suis pas une copie de Richard Bandler parce que sinon, derrière, en fait, j'ai aucune authenticité. Je pense qu'on peut utiliser ce terme-là. Le troisième point clé, en tant que coach, il faut être un entrepreneur. C'est-à-dire qu'il faut comprendre comment on peut toucher les personnes qui vont ensuite monnayer nos services. Pour moi, c'est le point central qui fait défaut à 99% des coachs d'aujourd'hui, en fait. Ce n'est pas le diplôme qui va faire en sorte qu'une personne va venir vers vous. Parce qu'aujourd'hui, des diplômés en PNL, en EFT, en hypnose, en X ou Y, il y en a des millions. Ce qui va faire venir vers vous, c'est votre singularité, votre âme, votre philosophie, la raison pour laquelle vous faites ça aussi. Donc, je dirais d'aller chercher ce point clé. En fait, ça joue sur tout. Ça joue sur le développement commercial, mais ça joue aussi sur le développement personnel de coach, entre guillemets. Et justement, tu nous parles d'authenticité, de singularité. Toi, comment est-ce que tu as fait justement pour réussir à laisser sortir cette authenticité? Comme je l'expliquais, il a fallu que je perde mon père déjà. Donc, j'ai un peu merdé, pour être honnête. Parce que quand je me suis lancé, j'étais pas au clair. Tu sais, je faisais un peu comme tout le monde, c'est-à-dire que je me suis lancé en tant que coach. Donc, tu veux trouver un emploi, je suis là. Tu veux séduire, je suis là. Tu veux sauver ton couple, je suis là. Et je me disais, mais il n'y a rien qui marche, quoi. Je faisais du coaching et du relooking à l'époque. Donc, je tâtonnais, en fait. Après, c'est vraiment quand j'ai perdu mon père où là, je me suis posé, j'ai compris ce jour-là, j'ai compris l'amour. J'ai compris toutes mes erreurs du passé. Donc, j'ai communiqué là-dessus. Et c'est là où les personnes sont venues à moi. Après, pour vraiment assumer cette singularité, cette authenticité, cette vision que j'avais, en fait, il a fallu que j'ai fait un exercice qui m'a beaucoup aidé, c'était un mur de témoignage. C'est-à-dire que je relève un peu tous les commentaires positifs. Alors au début, je n'en avais pas beaucoup, mais à chaque fois que je recevais un commentaire, c'est comme si j'avais gagné au loto. Je les ai gardés avec moi pour garder cette force, en fait. Parce que sinon, c'est trop facile tu vois, on va recevoir des critiques, de bifurquer à droite, puis à gauche, puis ci, puis ça. Donc moi, le mur des témoignages m'a beaucoup aidé. Euh, c'est difficile de te répondre parce que je crois que vraiment, il y a eu un déclic. Il y a eu un avant et un après mon événement douloureux. Et après, j'ai dit non, mais c'est bon, là. C'est ça que je veux faire et j'avais plus aucun doute, quoi. Rien, nada. J'aurais préféré m'échanger avant quand même pour le coup, mais bon, c'est la vie, on ne va pas revenir sur le passé. Comment est-ce que tu gères au quotidien les moments justement de doute, de peur? Euh, il y a deux choses. La première, c'est que j'aime. Tu vois, ce week-end, je t'ai écrit, j'ai malheureusement une amie qui a perdu sa maman et ça a été une phase qui m'a quand même fait souffrir. J'ai décidé ce week-end de ne pas bosser. Donc, en fait, je laisse passer le creux de la vague. Je sais qu'il y a un moment où ça va être difficile et quand je lutte contre ce moment, en fait, je perds de l'énergie. Donc, j'ai fait un truc que je n'avais pas fait depuis 15 ans. J'ai joué à la PlayStation, pour te dire. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est que je recharge les batteries. Alors, souvent, ça va être le sport. Bon, là, on est un peu confiné, donc c'est compliqué. Euh, Ça va être du temps passé avec mes proches, donc ma compagne, mes amis, ma famille. Beaucoup de matchs de basketball. Ça, c'est ce qui me maintient aussi, du coup, dans une énergie positive. Donc, je laisse passer le creux de la vague. Et par contre, le lendemain, je me réveille hyper tôt. Donc, samedi, dimanche, je n'ai pas bossé. Lundi, j'étais au taquet à 6 heures. Alors, 6 heures, c'est très tôt pour moi. J'ai tendance à commencer ma journée vers 9 heures pour le coup. Donc, en fait, je réattaque et là, je ne me laisse pas le choix par contre. De 6 heures jusqu'à lundi soir, je savais exactement à la minute près ce que je devais faire. C'est-à-dire, je ne me laisse pas une seconde de pensée négative en fait. Donc, la meilleure façon que moi j'ai trouvée, c'est laisser passer le creux de la vague, se réveiller tôt, enchaîner et après remettre du positif dans sa vie, se faire plaisir parce que ça permet de gérer du coup les phases de stress et puis de négativité. Et qu'est-ce que tu conseillerais justement aux personnes qui, comment dire ça, qui aimeraient se reprendre en main, mais qui sont pour l'instant dans cette phase où ils essayent de lutter et du coup, comme tu le dis, c'est contre-productif? Alors, en fait, si tu veux, mon conseil va sembler banal, mais c'est une réalité. Faites-vous accompagner. C'est simple. Moi, je me fais accompagner. Alors, je dis moi comme si c'est pas de l'ego que je veux dire, mais c'est vraiment, c'est important. On se fait tous accompagner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, franchement,
il n'y a aucune raison de rester dans un mal-être. Mais juste aucune. Avec toutes les techniques qui sont développées, tous les professionnels, je ne dis pas que vous allez faire une séance de coaching, ça va changer votre vie, mais au moins vous testez. Vous n'aimez pas, vous allez vers l'hypnose. Vous n'aimez pas, vous allez vers l'EFT. Ça se passe bien, hop, vous avez trouvé votre voie personnelle, quelque chose qui va vraiment vous tenir euh, en, en vie, entre guillemets, dans une énergie positive. Donc, je leur dirais de se faire accompagner. Pour moi, je trouve que c'est un point qui est hyper important. Et puis, le deuxième point, souvent on lutte parce qu'on n'a pas trouvé exactement ce qu'on veut vraiment faire. On ne sait pas ce qu'on veut. Donc, en fait, on lutte parce que derrière, on n'a pas notre vrai pourquoi. C'est d'aller chercher en profondeur qu'est-ce qu'on aimerait changer dans notre vie. Par exemple, aujourd'hui, avec tous les événements qui se passent, le virus, etc., je pense que c'est un excellent moyen de se dire est-ce que je suis vraiment heureux dans mon boulot? Est-ce que je suis vraiment heureux dans mon couple? Est-ce que je suis vraiment heureux dans ma vie de famille? Est-ce que je suis vraiment heureux avec mes amis? Ça ne veut pas dire qu'on va tout jarter, mais en tout cas, qu'on peut prendre des décisions aujourd'hui et se dire ok, non, c'est ça et c'est vers ça que je veux tendre. Plutôt de lutter contre le négatif, il y a aussi le positif qu'on peut aller chercher en fait, pour le coup. Toi, aujourd'hui, comment est-ce que tu gères, justement, tout à l'heure, tu nous parlais des relations. Comment est-ce que tu les gères aujourd'hui? Est-ce que ça a un impact sur toi? Alors, j'ai tout fait pour pas qu'il y ait d'impact. Donc, ma relation de couple, elle est protégée. Je ne sais pas si tu as vu, mais j'en parle jamais en fait. On est très séparés entre guillemets à ce niveau-là, parce qu'elle a aussi une activité d'entrepreneur. Donc, elle est américaine, elle ne parle pas français, donc ça facilite parfois aussi ce genre. On n'est pas trop en communication sur les réseaux sociaux. Euh, la vraie relation qui a changé, c'est vis-à-vis de ma mère, parce que du coup, j'ai peut-être un peu moins de temps que j'en aurais eu par le passé, donc ça la frustre. Voilà, je me réserve un voyage par an avec elle et puis le maximum de temps que je peux passer avec elle aussi. C'est vrai que j'ai un emploi du temps qui est quand même assez chargé. Après, ce que j'aime répéter, c'est que, tu sais, on dit souvent en tant qu'entrepreneur, on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Ou on dit souvent aussi que si tu es le plus intelligent dans une chambre ou dans un endroit, dans une pièce, pardon, ça veut dire que tu es au mauvais endroit. Moi, j'ai pris un peu le contre-pied de tout ça. C'est-à-dire que j'ai toujours les mêmes potes et j'ai les mêmes liens familiaux, donc je suis très famille. La seule différence, c'est que je suis parti de France pour aller aux États-Unis. Mais du coup, je suis toujours connecté avec mes mêmes potes, on est les mêmes amis d'enfance. Euh, je me suis aperçu qu'en fait, si je garde les pieds sur terre aussi d'une certaine façon et ils me challengent aussi à leur niveau. Pas forcément que sur l'aspect d'entrepreneuriat ou financier, mais ils vont me challenger sur certaines activités qu'ils vont pouvoir mettre en place qui sont artistiques, par exemple. Donc en fait, je trouve que mes relations n'ont pas changé. Je suis vraiment le même Alex. J'ai pas changé d'un poil pour le coup. Est-ce qu'il y a un message aujourd'hui que tu voudrais faire passer? Bah, le message, tu vois, qui est très important et que tu passes aussi, c'est cette notion de aujourd'hui tout est possible, vraiment. Je crois que l'économie est en train de changer, le monde est en train de changer, et que l'avenir, c'est vraiment l'entrepreneuriat. Alors, si vous n'avez pas une âme d'entrepreneur, c'est pas du tout un souci. L'avenir, il est là où vous voulez aller, mais prenez conscience que votre vie, telle que vous la désirez, elle est possible, vraiment. Si on m'avait dit en 2007, quand je me suis lancé, je viens quand même de la banlieue parisienne, d'un milieu qui est plutôt modeste, qu'un jour j'aurais accompli tout ce qui s'est passé, c'était impensable pour moi. J'avais jamais même visualisé tout ça. Donc je me dis que vraiment, quand on veut, on peut. Alors c'est pas facile, mais ça se résume au pouvoir du cerveau, à mes yeux personnels, le pouvoir de l'inconscient pour le coup. Donc le message que j'aime transmettre, c'est vraiment cette notion-là. Aujourd'hui, vous avez la capacité de transmettre et de créer la vie que vous désirez, vraiment. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un que tu voudrais voir dans mes interviews et avec qui justement tu voudrais me mettre en contact? Ah, bonne question. Il y a une personne que j'admire beaucoup, qui s'appelle Patrick Soulaï, qui est expert en neurosciences et qui, je pense, ferait un très bon fit par rapport à ton interview, par rapport à ton podcast, ta vidéo, parce qu'il a des outils concrets qui peuvent justement permettre cette notion de prise de conscience de l'inconscient. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais avec plaisir vous mettre en relation. Il a aussi une chaîne YouTube et je trouve qu'il a un contenu qui est assez pertinent. Donc, je serais très heureux de pouvoir vous mettre en relation pour justement accompagner encore plus de personnes cette notion du pouvoir de l'inconscient, entre guillemets. Bah, je te remercie Alexandre. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire avant de terminer cette interview? Simplement de passer à l'action. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui consomment du contenu. Moi, le premier, c'est très important de passer à l'action. Et puis, un grand merci à toi. J'ai trouvé ça très sympa que tu puisses me contacter et de participer à cette vidéo ensemble. Donc, merci à toi. Et puis, j'espère que ça a pu aider aux personnes. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas.
en commentaire des posts que tu feras sur Facebook ou ailleurs. Je serai là pour répondre avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Bah, écoute, c'était un plaisir de te recevoir et puis je t'enverrai du coup le lien de la vidéo. Cool, super. Merci à toi. Je te souhaite une excellente soirée, Alexandre. Pareillement, à très vite.